Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Momar Thiam. Momar Thiam est conseiller en communication. Vous êtes également, Monsieur Thiam, le directeur des hautes études en information et communication, HEIC. C'est un plaisir, encore une fois, de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoumar, merci à l'ensemble de l'équipe de Sud FM et merci surtout aux auditeurs du Sud FM qui chaque dimanche nous écoutent avec beaucoup d'attention pour une émission qui est aujourd'hui une institution. Oui, une émission qui est aujourd'hui devenue une institution. Merci également à vous, vous autres, puisque tout au long de l'année, il a été ainsi. Alors, 3 thématiques majeures qui seront développées au cours de cette émission. D'abord, cette motion avortée à l'Assemblée nationale initiée par Yewwi Askan Wi, mais également la gouvernance sous tous ses aspects. Mais ici, c'est le rapport de la Cour des comptes 2021-2022. S'agit-il d'un carnage financier? Oui, avec le rapport du fonds Covid-19 sous tous ces États, mais également la fin avec cette sortie du chef de l'État depuis les États-Unis, Macky Sall, qui déclare qu'il ne s'agit plus d'une question juridique maintenant, c'est ma décision, a-t-il affirmé, qui est attendu depuis les États-Unis. Oui, il sera examiné également toutes ces 3 thématiques. D'abord, Momar Thiam, le fonds Covid-19, oui, le fonds surfacturation de plus de 2 milliards de francs CFA sur le prix du riz et plusieurs défauts de pièces justificatifs de dépenses, mais le paiement en espèces également aux fournisseurs pour un montant de 2,5 milliards alors que les taxes imposent un règlement de dépenses de l'État par chèque ou virement bancaire ou même postal. Oui, s'agit-il d'un carnage ou d'irrégularité? Quelle réponse? Mais écoutez, moi je vais même aller plus loin puisque vous avez utilisé le mot carnage. Je parlerai plutôt de razzia. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit du fonds Covid-19, qui est un fonds qui a été collecté, je dis bien, par l'État du Sénégal via la participation citoyenne. Quand je dis participation citoyenne, c'est-à-dire vous, comme moi, comme le Sénégalais lambda, a eu à y mettre son argent. Celui-même qui n'a que 50 000 francs par mois a eu l'excellente idée, cette noble idée, de contribuer. C'est-à-dire de contribuer justement à cet effort de guerre, si on peut l'appeler comme ça, contre la Covid-19. Le contexte. Et je vais même aller plus loin. Oui. Nous avons le calife général des Mourides, Seigne Muntaha, qui a donné un chèque de 200 millions de francs CFA. Et on en est arrivé à avoir plus de 1000 milliards de francs CFA pour ce fonds Covid-19. Alors, est-ce que ceux qui sont à l'origine de cette razzia financière, comme je l'appelle, n'ont pas eu un seul instant, l'instant d'une seconde, l'idée, la réflexion qui consistait à dire, cet argent, non seulement ne m'appartient pas, mais c'est de l'argent qui vient de Mamadou, de Binta, et mieux encore qui vient du calife général des Mourides. Et que cet argent est destiné à la collectivité, et notamment au peuple sénégalais, et particulièrement à ceux qui sont victimes de cette pandémie qu'est la Covid-19. Et on a vu ce que ça a fait ici, en tout cas au Sénégal, avec le nombre de morts. Je rappelle que le premier mort connu, je dis bien connu, c'est M. Pape Diouf, que Dieu ait pitié de son âme. Personne n'a accompagné le corps au cimetière, sauf ceux qui l'ont enterré. Ceux qui sont en tout cas coupables de ces malversations, est-ce qu'ils ont eu un seul instant la réflexion qui consistait à dire, cet argent-là, que je touche, mais de manière irresponsable, à la limite que je vole, parce qu'il s'agit de vol. Oui, parce qu'on a expliqué la traçabilité. Tout à fait. Une personne qui passe à la banque en l'espace de 2 semaines, chaque jour, 150 millions, 150 millions, 50 millions, sans aucun mais justement, est-ce que cet argent-là que je détourne, est-ce que cet argent-là ne pouvait pas servir
à ceux qui sont malades, qui sont encore couchés à l'hôpital, à ceux qui manquent d'oxygène, aux familles, notamment de malades qui sont disparus, qui sont des familles complètement démunies. Alors que le Sénégal était dans une espèce, si vous voulez, de couvre-feu et de confinement, et on a vu les conséquences que cela a eu. Mais non seulement c'est irresponsable, mais je dirais même c'est criminel. On ne peut pas se permettre, dans un pays comme le Sénégal, où la participation citoyenne est pour une participation et pour une cause noble, et une cause même plus que responsable, puisqu'il s'agit de la vie des gens, et surtout des plus démunis. Utiliser cet argent-là à bon escient, détourner cet argent-là par des espèces, si vous voulez, de chemins ambigus, détournés, etc. Et se gaver comme on gave quelquefois les canards, et après, regarder les gens en face. C'est plus que criminel, parce qu'on parle de violence souvent, mais la violence, quelquefois, c'est la violence physique, mais quelquefois, il y a des actes de violence, c'est des actes que posent certains. Et cela interpelle quoi? Cela interpelle d'abord notre conscience en tant que citoyen sénégalais, mais ça interpelle surtout notre responsabilité en tant que citoyen. Pourquoi? Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a un rapport avec l'argent qui est un rapport qui est plus qu'ambigu aujourd'hui. Mais il s'agit de l'argent public. Mais non seulement il s'agit de l'argent public, mais c'est de l'argent qui est destiné à une collectivité qui est bien déterminée. Cette collectivité de vulnérabilité. De vulnérabilité. Avec toutes les conséquences que l'on connaît. Toutes les conséquences que l'on sait. On parle de personnes qui étaient malades, qui n'avaient même pas d'oxygène. On parlait de personnes qui sont malades, qui ne pouvaient pas être reçues dans des centres hospitaliers, qui étaient obligées de rester chez elles. On parle de personnes malades qui n'avaient même pas, ne serait-ce que l'argent pour payer le ticket au niveau de l'hôpital pour être enregistré et être pris en charge au niveau des urgences. Et des personnes se sont arrogées le droit criminel, je dis bien, criminel, d'utiliser cet argent, de détourner cet argent. C'est plus qu'une honte, c'est de la lâcheté. De jouer de la vie des gens. Non seulement de jouer de la vie des gens, mais de jouer de la vie d'une collectivité. Parce que c'est le Sénégal qui est indexé à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que la responsabilité, elle est d'abord individuelle, mais c'est aussi une responsabilité administrative. Pourquoi? Administrative pour la bonne et simple raison. C'est qu'on est aujourd'hui dans un pays où l'administration est complètement décloisonnée. L'administration qui fait l'essence même, les fondamentaux d'une république, est complètement secouée. On a l'impression que les fondements même de l'administration se sont écroulés. Parce que des initiatives de ce type, souvent sont gérées par l'administration. Et on connaît les canaux de transmission. Oui, mais on sait comment ça se passe. Même si vous devez aller à la banque, lorsque vous émettez un chèque de 500 000, votre fondé de foi vous appelle pour vous demander est-ce que c'est vous-même qui avez justement autorisé cette signature. Mais vous rappelez tout à l'heure ce monsieur, qui s'est arrogé le droit chaque mois ou chaque semaine d'aller retirer 100 millions de francs. Mais c'est comme si c'était son argent. Et rappelons-nous, le ministre qui était chargé justement de ce fonds Covid-19 à un moment donné, je pense que c'est Mansour Faye si je ne me trompe pas, la question lui a été posée justement de la transparence au niveau de la gestion de ces fonds. Mais sa réponse, c'était de dire qu'il n'avait pas d'explication à donner. Mais quand vous avez le plus haut responsable, je veux parler à ce niveau-là, parce que le plus haut responsable de ce pays, c'est le président de la République, qui dit « je n'ai pas d'explication à donner à ce niveau-là », alors imaginez les personnes qui sont sous sa tutelle, qui peuvent se permettre de faire n'importe quoi, et on ne les indexe pas. Mais je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez que dans l'opinion sénégalaise, la plupart des personnes, c'est la première fois que certaines personnes entendent parler du DAGE, c'est-à-dire qu'il y a un démembrement de l'administration ministérielle. Le directeur de l'administration et de l'équipement général, etc., au niveau des ministères. Mais on n'a jamais parlé de DAGE de cette manière-là, dans la gestion de la chose publique. Et aujourd'hui, ils sont en tout cas dos au mur, parce que dans toutes ces phases-là qui ont été sorties, en tout cas par le rapport de la Cour des comptes, on parle de DAGE de tel ministère, un DAGE de notre ministère, un DAGE de notre ministère. Et comme me disait un gars au moment de venir au studio, il me dit, tous les DAGE, ce sont des dorcats. Finalement. Mais c'est dommage d'en arriver là. C'est-à-dire d'indexer une cellule même de l'administration au plus haut niveau, de dire que ce sont des détourneurs. Tous les DAGE ne sont pas des détourneurs d'argent et de deniers publics. Oui, mais alors, toujours dans le prolongement de ce rapport, la Cour des comptes demande
au ministre de la Justice l'ouverture d'une information judiciaire. Au moins 10 personnes, dont des responsables dans des ministères impliqués dans la gestion du fonds anti-Covid-19, sont aujourd'hui ciblées. 10 personnes. Mais l'ouverture d'une information judiciaire, c'est le moins que l'on pouvait attendre. Non, mais attendez, un État responsable doit quand même tirer les conséquences d'une telle situation catastrophique. Au plus vite. Non seulement c'est la moindre des choses qu'on pouvait attendre, mais c'est dans l'ordre normal des choses, dans l'ordre normal de la gestion de la chose publique. On ne peut pas se permettre, après qu'une information de la sorte aussi catastrophique voit le jour, et qu'on attend de voir qu'est-ce que l'État au plus haut niveau va faire. Évidemment, le procureur va s'autosaisir. Et ce qu'on attend justement de cette saisine du procureur, c'est que les véritables responsables soient quand même mis au devant de la scène. Parce qu'on parle de DAGE, mais les DAGE sont sous la direction, sous la tutelle d'un ministre. Ordonnateur. Ils sont ordonnateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces ministres, dont certains ont été indexés, vont être au devant de la scène pour pouvoir s'expliquer, en tout cas au niveau de la justice, parce que certains sont devenus députés, d'autres sont logés à la présidence de la République, etc., etc. Est-ce qu'on va arriver jusque là-bas? Mais si on en est... il n'y a pas à se poser des questions, il y a à appliquer la loi ici. Mais non, si on pose cette question, c'est comme si vous écoutez l'opinion, comme j'ai l'habitude de dire, mais permettez-moi le terme, au plus bas niveau, c'est-à-dire qui n'a de l'information de ce qu'elle reçoit à la radio et à la télévision. Cette opinion va vous dire toujours, mais on sait comment ça va se passer. Dans quelques jours, on n'en parlera plus. C'est ce qu'on appelle l'effet d'agenda en communication. Un événement chasse un autre. On n'en parlera plus. Et malheureusement, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Oui, mais on a une Assemblée nationale qui peut s'approprier de la question. L'Assemblée nationale va jouer son rôle. Évidemment, les échanges au niveau de l'Assemblée nationale vont être des échanges assez houleux autour de ces questions-là. Mais tout dépendra de la responsabilité du procureur qui s'est autosaisi pour tirer ces choses-là au clair. On a parlé de détournement à la Cour des comptes. Il y a quelques mois de cela. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais là, le sujet est mais là, plus personne n'en parle. Il s'agit de fonds anti-Covid-19. Mais là, je suis désolé. Bayoumar. J'ai bien peur. Et j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que la suite des événements me donnera tort. Je suis désolé, pas de penser, mais de vouloir penser, parce qu'on a eu des cas similaires, que dans quelques temps, effectivement, on va en parler, parce que des personnes vont être interpellées, etc., etc. Et après, on a l'impression que c'est une omerta collective qui est de la responsabilité de l'État au plus haut niveau, de la responsabilité des médias, et peut-être de certains qui n'ont pas envie que ces choses-là éclatent au grand jour, surtout qu'on est dans une période qui est assez tendue politiquement, où on ne sait pas exactement où on va dans la perspective de 2024, et que quelque part bouger les pions à ce niveau-là, avec la catastrophe financière que c'est, mais cela peut contribuer, si vous voulez, à secouer des équilibres qui ne sont pas bons, surtout pour ceux qui sont au pouvoir. Oui, mais quitte finalement, parce qu'il s'agit là du denier public, s'agit-il alors de l'impunité, alors au sens total du terme? Mais vous savez, pour avoir une petite expérience de la gestion de l'État au plus haut niveau, j'ai tendance à penser que quand un pouvoir est dans une trajectoire finissante, c'est le cas. C'est ce que j'appelle la malédiction, si vous voulez, des fins de règne. Cette malédiction, pourquoi malédiction des fins de règne? On a l'impression que les scandales, les mauvaises pratiques, tout ressurgit d'un coup, et puis de manière plus accentuée. On a l'impression que tout ce que le pouvoir touche se transforme en braise entre ses mains et revient comme un boomerang auprès de l'opinion publique via les médias. Et de sorte que on a l'impression que non seulement le pouvoir va naviguer en vue, mais n'a même plus de prise sur les événements. Et c'est l'impression que cela me donne. J'espère que je me trompe, mais c'est l'impression que cela me donne. Oui, mais parce on navigue de scandale en scandale. On navigue de mauvaises pratiques en mauvaises pratiques. Coup de milliard à milliard. Certains ont pensé à un moment donné que l'effet Coupe du Monde aidant, peut-être on sera dans une espèce d'amnésie collective qui fera peut-être oublier cela. Mais on a l'impression que depuis que le Sénégal est éliminé, tout cela sort comme un boomerang et que c'est en face de l'opinion. Et quelque part même, on a même l'impression d'être plus ou moins désarmé. Maintenant, on verra.
est-ce que la justice va faire son travail? Est-ce que les coupables ou supposés coupables, parce qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, seront mis au devant de la scène pour que les Sénégalais sachent? Parce qu'il s'agit quand même d'une nécessité même sociale que les Sénégalais sachent de quoi il s'agit. Que cet argent-là qui a été amassé par des contributions citoyennes, et surtout je parle de la contribution du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, de 200 millions de francs, que certains ont dilapidé, que certains ont à la limite détourné à bon escient sur le dos des Sénégalais et surtout sur le dos des malades et des familles des victimes. C'est atroce. Atroce, inédit, mais également gravissime. Finalement, entre évaluation des politiques publiques, système de gouvernance et impunité, quel regard sur la gouvernance sous Macky Sall? Mais écoutez, d'abord, il faut dire une chose. Je suis de ceux qui pensent que Macky Sall en lui-même symbolisait, je dis bien symbolisait, je le dis au passé, la rupture. Pourquoi symboliser la rupture? Macky Sall est un citoyen sénégalais, né au Sénégal, qui a fait ses études supérieures au Sénégal, qui a occupé des postes de haut rang au Sénégal. C'est-à-dire en lui-même, qui a fait une école de formation, notamment l'IST, l'Institut supérieur des sciences de la Terre, au Sénégal, et qui a eu tous les honneurs jusqu'à atteindre le summum, à savoir la présidence de la République. Donc lui-même, il symbolisait la rupture, parce qu'on avait un président Senghor qui était issu plutôt des colonies. Après, on a eu le président Abdou Diouf qui avait fait l'école justement des trucs l'Afrique et d'outre-mer, etc., l'école d'administration. On a eu Abdoulaye Wade qui a fait ses études en France, même s'il a officié au niveau de l'université de Dakar. Mais Macky Sall en lui-même constitue cette rupture, symbolise cela. Maintenant, ça c'est un fait. Mais dans les actes, effectivement, son premier septennat, et souvent un septennat, si vous voulez, si je peux appeler cela, de mise en train. C'est-à-dire qu'il vient d'arriver au pouvoir, il faut que le train repart, il a des ambitions, il a un programme, etc. etc. Et aujourd'hui, on en est peut-être à des phases qui sont assez visibles, ne serait-ce que par rapport aux réalisations en termes d'infrastructure, même si cela cause des désagréments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un bilan quand même à défendre. Arrive son second mandat où lui-même sait pertinemment que on est dans un pays où quand on parle des troisième mandats, cela pourrit complètement l'atmosphère jusqu'à parasiter même la pratique étatique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même en faisant une très bonne communication dans ses réalisations en termes d'infrastructure, en termes de prise en charge des questions sociales, notamment avec les bourses familiales, tout ce que vous voulez, dès qu'on parle de troisième mandat, ça devient ce couvert-là qui recouvre tout ce qu'il a réalisé jusque-là. À cela s'y ajoute des pratiques en termes de gouvernance qui ont plombé un tout petit peu la marche en avant vers cette émergence-là. C'est le talon d'Achille. Non seulement c'est le talon d'Achille, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque d'expérience, mais surtout un manque de pratiques des fondamentaux en matière de bonne gouvernance qui ont fait jour sous sa gouvernance hier et aujourd'hui, et qui constitue quand même un boulet qu'il traîne de sorte que de tout ce qu'il a... C'est quand même un homme d'État, Macky Sall. Il a fait ses preuves là où il est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au point que quelque part des pratiques de cette nature ont tendance à l'échapper? Mais je dirais même que dire que c'est un homme d'État, c'est peu dire. Je veux dire, aujourd'hui, il a montré quand même, ne serait-ce qu'au niveau international, de par la position qu'il occupe au niveau de l'Union africaine, de par ses plaidoiries au niveau des instances internationales, qu'il a non seulement ce costume d'homme d'État, mais il se complaît là-dedans. Et que donc ça, c'est pas la question qui se pose. Maintenant, ce qui se pose... Avec des cas pratiques comme ça. Ce qui se pose, c'est que Macky Sall est arrivé au pouvoir avec une coalition. Il est arrivé au pouvoir une coalition qui est constituée de l'APR, du Parti Socialiste, de l'AFP, et puis des autres mouvements ou des stations politiques satellites. Et qu'il a fallu que, comme c'est une pratique chez nous, vouloir satisfaire tout le monde. En tentant de vouloir satisfaire tout le monde... Mais en posant les règles de base, quand même. Le problème, c'est que... Les règles de base. En voulant satisfaire tout le monde, on rentre dans une dynamique clientéliste qui fait que
on empiète un peu les fondamentaux de ce qui fait une république. C'est-à-dire de manière désintéressée, mais aussi travaille de manière experte, mais de manière non partisane. Il disait, la patrie avant le parti. Et malheureusement, cette phrase a été inversée dans les pratiques. On avait l'impression après que dans la pratique, c'est le parti, c'est les amis, c'est les personnes qui constituent cette coalition avant la patrie. Et c'est là, justement, on a vu des mauvaises pratiques qui foulent aux pieds les fondamentaux d'une république, qui foulent aux pieds les pratiques administratives, qui sont le ciment même d'une institution qui se respecte et qui est responsable. Et qui se donnait des instruments comme l'OFNAC au départ. Mais évidemment, mais vous savez, chaque pouvoir cherchera toujours au-delà même des institutions préexistantes, qui existent d'abord, parce qu'on a la Cour des comptes, on a la Cour suprême, on a tout ça. On crée d'autres institutions quelquefois même pour légitimer son approche étatique, histoire de dire, je vais même aller plus loin. Mais le problème, ce n'est pas de créer des institutions, c'est de leur donner les pleins pouvoirs. Et ces pleins pouvoirs, ils doivent aller les chercher dans les fondamentaux d'une république, dans les fondamentaux, dans les lois et règlements. Mais on foule au pied, excusez-moi de le dire, quelquefois les lois et les règlements, et on s'adonne à des pratiques qui deviennent après des pratiques qui sont à la limite tolérées. C'est la raison pour laquelle vous avez vu dans ce carnage, comme vous l'appelez, ce que j'appelle razzia financière, que certaines personnes se sont permis, notamment des DAGE ou d'autres personnes, d'avoir des attitudes qui foulent au pied les pratiques budgétaires orthodoxes qui sont quand même codifiées et réglementées par la loi. Et c'est pas fini. Vous en avez d'une part le détournement des fonds anti-Covid-19, mais là aussi un autre fait, c'est l'annulation des passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022 à la suite, tenez-vous bien, à la suite de découverte d'un réseau de trafic de passeports de service. Oui, qu'en pense le diplomate que vous êtes, Momar Thiam? Écoutez, moi, pour avoir occupé le poste de consul général pendant une douzaine d'années en France, je dois dire qu'au-delà même de mon devoir de réserve, la pratique et l'utilisation des passeports de service est une pratique assez courante, en tout cas, surtout quand il s'agit pour certains commerçants de se rendre dans des foires. Moi, j'ai eu à traiter ces questions-là au niveau du consulat général du Sénégal à Bordeaux, parce qu'on se rendait compte que certaines personnes devaient venir à la foire internationale de Bordeaux. Et c'est des personnes qui sont des commerçants, qui ont des registres de commerce, etc. Mais à défaut de trouver un visa je veux dire... Cela, il a été ciblé un agent de l'ASEPEX. Mais voilà, valablement donné par le consulat de France à Dakar, cherche des moyens détournés, histoire d'avoir ce passeport de service et de pouvoir partir sur la base d'une note verbale ou d'une recommandation ou toute forme, si vous voulez, de recommandation écrite, faite en tout cas par une autorité de tutelle. On parle de cas de la CEPEX, mais on en a vu avec la Chambre de commerce, on en a vu avec d'autres institutions publiques qui ont quelquefois accompagné des délégations et qui venaient, et ces personnes quelquefois même utiliser les passeports de service, mais sans savoir réellement quelle est la nature de ce passeport de service, ou même jusqu'où ils peuvent aller avec ce passeport de service. C'est bien encadré. Parce qu'il est arrivé que des personnes pensent qu'avec ce passeport de service même, vous n'avez pas besoin de visa. Ce qui n'est pas le cas. Mais vous avez des personnes qui pensaient que parce qu'ils ont ce passeport de service-là, je l'ai, donc ma femme ou mes femmes, mes enfants, etc. peuvent l'avoir. Et je suis désolé de le dire, souvent des personnes étaient dans des dispositifs assez ambigus pour disposer de ces passeports de service pour pouvoir immigrer illégalement. Et après, c'est quand ils sont attrapés à la frontière ou quand ils font l'objet d'un contrôle et qu'on les a amenés au consulat, on s'est rendu compte que la personne avait un passeport de service. Et cela contribue à décrédibiliser davantage l'administration et surtout l'administration des affaires étrangères. Et qu'on n'est même pas considéré, on n'a même pas une image vraiment reluisante
de notre administration auprès de la police de l'air et des frontières, etc. Oui, alors finalement, entre ce rapport de la Cour des comptes et justement ces faits qui sont agités sur la place publique, et finalement l'information, c'est l'annulation des passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022, justement. Oui, qu'est-ce que cela vous renseigne finalement sur l'état de notre administration d'aujourd'hui? C'est à partir du moment où l'administration n'est plus ce qu'elle était. À partir du moment où... C'est par le fait de qui? Du politique? Mais attendez, de toute manière, l'administration, normalement, est régie par des règles. En général, on passe par une école. L'administration, ça peut être l'ENAM, ça peut être une autre école publique. On fait des concours. Après, vous faites vos stages, vous faites l'école, vous faites vos stages, après vous êtes affecté dans ça dépend aussi des nominations aussi. Maintenant, à partir du moment oui, où l'administration, si vous voulez, est submergée par des personnes qui sont hors du circuit administratif légal, je dis bien légal, et que c'est des personnes qui sont souvent dans une forme de clientélisme politique et qui arrivent dans l'administration et qui ne connaissent même pas les rouages de l'administration et quelquefois qui ne savent même pas rédiger une note administrative, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont sortis de ces écoles de l'administration et qui étaient, si vous voulez, les garants même des fondamentaux de cette administration, laissent faire, croisent les bois et regardent faire. Et on assiste à quoi? On assiste à de mauvaises pratiques parce que ces personnes-là, non seulement ne sont pas considérées, on a mis à leur tête ou sous leur tutelle des personnes qui ne savent pas ce que c'est une administration. Et que cette administration aujourd'hui est submergée, je le dis bien, par des personnes venues d'ailleurs, venues quelquefois des stations politiques, venues quelquefois des partis politiques, venues quelquefois même de la société civile, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? L'administration ne se reconnaîtra plus derrière ces pratiques-là. Et ceux qui sont chargés quelquefois du contrôle de cela, mais croisent les bras parce qu'ils ne sont plus considérés et laissent faire. Et ces pratiques sortent au grand jour. Après, il faudra rectifier ou aller devant un tribunal. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Moi, je me souviens, alors que le président Macky Sall était Premier ministre à l'époque du président Wade, j'avais suggéré qu'on organise les états généraux de l'administration. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on avait l'impression qu'une bonne partie de l'administration au plus haut niveau était plus ou moins dessaisie des grands dossiers. Et que, comme je le disais... Et qui regarde faire, finalement. Et comme je le disais en caricaturant, vous allez au Café de Rome, vous allez voir de grands administrateurs qui sont là et qui prennent leur café, parce que tout simplement, on ne leur donne plus de dossier, on l'a confié à des hommes politiques ou à une clientèle politique maintenant qui a intégré l'administration et qui ne savent pas quoi faire. Et donc, ils regardent faire. On laisse faire. Après, on assiste à des scandales. Et que donc, mon idée à l'époque, c'était d'organiser les états généraux de l'administration, c'est-à-dire demander à tous les corps de l'administration de faire leur autocritique, de faire un diagnostic de l'existant, voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, et quels sont les outils d'évaluation qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux, et s'asseoir autour d'une table, donner le rapport au président de la République, en discuter et le partager, et revenir aux fondamentaux. Et cela supposait d'abord que l'École nationale d'administration soit réhabilitée dans l'essence même qui était de former des grands cadres administratifs qui faisaient un tout petit peu notre bonheur au niveau de la sous-région, puisque tout le monde voulait se former au Sénégal, mais cela aussi donnait des gages pour avoir une administration au service de l'usager. Parce que c'est l'usager qui est demandeur de l'administration. L'administration doit être au service de l'usager, mais pas le contraire. Ce n'est pas l'usager qui doit être au service de l'administration. Et malheureusement, à partir du moment où le clientélisme politique intègre l'administration, on a l'impression que ce n'est plus le cas. Et que ça devient, si vous voulez, un louma administratif où toutes les pratiques sont permises. Et après, on essaie de colmater les brèches ou aller devant la loi. Et malheureusement, le mal est fait. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que reçoit un conseiller en communication, directeur de l'école des hautes études en information et communication, HEIC. Momar Thiam, c'est son nom. Oui, d'outils, vous avez bien dit, d'évaluation et de contrôle, allusion à l'Assemblée nationale. Oui, dont la vocation est de contrôler, d'évaluer l'action publique, je veux dire l'action gouvernementale.
Momar Thiam, au regard de l'actuelle configuration, avez-vous l'impression que le législatif, je parle de l'institution législative, parlementaire, est à même de contrôler par rapport aux ajustements qui sont enregistrés l'action gouvernementale? Non, il faut d'abord se satisfaire d'une chose, c'est que pour la première fois, c'est l'impression que j'ai, l'Assemblée nationale intéresse à plus d'un titre l'opinion nationale sénégalaise. Il ne se passe pas un jour où les questions au niveau de l'Assemblée nationale ne sont pas traitées par la presse et n'arrivent pas sur la place publique et que les gens en discutent. Parce qu'on était arrivé à un moment où cette majorité écrasante du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale était caricaturée comme une majorité bénie oui-oui, c'est-à-dire qui votait à l'aveuglette, et que finalement, le reste de l'opposition n'avait pas son mot à dire ou n'était pas entendu. Et que donc, l'opinion était plus ou moins lésée et était plus ou moins, à la limite, un peu circonspect par rapport à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'Assemblée nationale a plus de visibilité. Et l'Assemblée nationale a plus... Malgré tout. Oui. Et a plus même de lisibilité dans ses actions. Maintenant, il faut savoir que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est d'abord le vote des lois, mais le contrôle aussi de l'action publique. L'évaluation et le contrôle de l'action publique. L'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence du débat démocratique. C'est le lieu par excellence de la communication politique gouvernementale, je dis bien. Parce que les ministres vont s'exprimer devant les parlementaires. Les membres parlementaires auront à poser des questions compte tenu de leurs besoins, en tout cas dans leur contrée, dans leur région ou dans leur département. Et que donc, aujourd'hui, les débats au Parlement ne doivent pas s'arrêter uniquement à des débats de politique politicienne. On a l'impression que le débat autour de l'argumentaire troisième mandat a pris le pas sur l'évaluation des politiques publiques, mais aussi peut-être sur le vote des lois. On n'en est pas encore là. Oui, en de tout façon cas, séquencée, de manière séquencée. Oui. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est à un an de la présidentielle de 2024 et on a une Assemblée nationale avec une majorité de 83 députés autour de Benno Bokk Yakaar et une opposition. Si on y ajoute le désistement de l'ancienne Premier ministre Mimi Touré et les deux personnes qui sont des non-inscrits, on a l'impression que voilà, c'est du box-to-box au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'Assemblée nationale, même si des coalitions ont vu le jour, c'est des coalitions qui ont à leur tête des personnes qui ont des ambitions présidentielles. Et que donc, on a l'impression que même dans le déroulé même de leur communication, en filigrane, dans ce qu'on appelle en termes de communication, les contours souterrains du discours, on va déceler toujours un clin d'œil ou une perspective ou une projection vers la présidentielle 2024. Raison pour laquelle on va parler de troisième mandat, mais raison pour laquelle on va parler aussi de positionnement, ne serait-ce que pour le vote des lois. On l'a vu, notamment avec la motion de censure. Pour la motion de censure. Oui. Pourquoi on l'a vu pour la motion de censure? Oui, parce que là, au moins, une idée est clairement déclinée. C'est que vous avez Yewwi avec ses 55 députés et Wallou qui s'est démarqué. Ben oui. Quelle lecture? Il y a une lecture à deux niveaux. Le premier niveau, d'abord, il faut savoir que les coalitions se forment par rapport à un objectif majeur et des objectifs secondaires. L'objectif majeur, c'est... Quand vous parlez d'objectifs, vous parlez d'objectifs politiques. 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 Les objectifs politiques majeurs, et ce que j'appelle les objectifs politiques secondaires. L'objectif politique majeur, c'était de constituer un bloc devant le pouvoir en face, et pouvoir parler d'une seule voix. Et dont le premier objectif, c'était la présence à l'Assemblée nationale. C'était la présence à l'Assemblée nationale, être un bloc assez fort, constitué de députés, d'un nombre de députés assez conséquent, pour pouvoir peser sur le vote des lois et sur le contrôle et le suivi de l'action publique. Ensuite, vous avez les objectifs secondaires, mais quelquefois qui peuvent être des objectifs, qui peuvent se réunir en un objectif majeur, qui est que dans ces coalitions, vous avez des têtes de pont, pour ne pas dire des leaders politiques, qui ont déclaré leur candidature pour 2024. Et un qui n'a pas encore déclaré sa candidature pour 2024, qui est Karim Wade, mais qui se trouve être en exil. Mais Karim Wade appartient à Wallou. Et Wallou étant quand même une fraction de Yewwi assez conséquente,
Walou est comme le surfeur. Le surfeur, il est sur sa planche, il navigue sur la vague, il monte et il descend. Il descend en même temps. Il monte et il descend en même temps. Oui. Et on a l'impression que ce qui vient de se passer aujourd'hui, avec le désistement des députés de Walou, c'est une manière de dire, c'est une manière d'envoyer des signaux. Envoyer un signal vers le président Macky Sall qui aujourd'hui est le seul maître à bord pour ce qui est en tout cas de ce qu'on a sait. Oui. Du devenir politique de Karim Wade, amnistie ou pas, mais c'est aussi un signal envoyé vers l'opposition pour leur dire vous ne pouvez rien faire sans nous. C'est ce que j'appelle la position du surfeur. D'accord. Et à partir de ce moment, effectivement, on peut supposer que légitimement, d'un point de vue politique, ils sont dans une espèce de tactique ou de stratégie politique qui ne dit pas son nom, mais qui veut dire à Macky Sall, écoute, nous on peut faire tomber, mais on est aussi dans de bonnes grâces parce qu'on a un candidat qui est en exil et que vous êtes aujourd'hui le seul à pouvoir décanter la situation pour qu'il revienne ici sain et sauf, mais aussi dépourvu de toute condamnation pour qu'il puisse être notre candidat. Mais sachez que à côté, ils ont besoin de nous parce que si on mêle nos voix au reste de l'opposition, on peut quand même faire tomber un gouvernement, ce qui n'est plus le cas, parce que là c'est fini. Mais on peut poser de notre poids au niveau de l'Assemblée nationale pour le vote des lois et pour le contrôle et le suivi de l'action gouvernementale. Alors s'agit-il alors finalement des partisans de la ligne dure? Quand je parle de ligne dure, je fais allusion à Yewwi et aussi de l'autre, cela qui incarne l'ouverture. Mais oui, parce que il faut savoir comprendre une chose, c'est que l'ADN, pour moi, l'ADN de Yewwi, et notamment dans sa partie PASTEF, est configuré autour d'une opposition que je résume en deux mots. Ni compromis, ni compromission. Mais qui est conforme aux vocations dévolues à l'Assemblée nationale en tant qu'opposant. En tant qu'opposant, je dis bien. Ni compromis, ni compromission. D'ailleurs, ça se voit dans les éléments de langage de Ousmane Sonko et d'un Barthélémy Diaz. Ça se voit peut-être moins dans les éléments de langage d'un Khalifa Sall, qui est peut-être, de par son expérience politique et son vécu... D'homme d'État aussi. Et d'homme d'État et son vécu politique, c'est que la politique n'est pas une science exacte. Et qu'à un moment donné, quelquefois, il faut lâcher du lest, être un tout petit peu dans le compromis politique pour pouvoir évoluer de manière plus favorable. On a vu Wade quand il était dans l'opposition. Il y a des moments où il entrait dans le gouvernement. Il y a un moment où il lâchait un peu du lest. Ce qui n'est pas le cas peut-être dans la ligne dure de Yewwi. Et ce qu'a compris un peu Walou, d'accord, compte tenu de son impérieuse nécessité de tout faire pour que son candidat Karim Wade puisse arriver ici ou rentrer au Sénégal dans le meilleur. Walou laisse la porte entrebâillée. On laisse la porte entrebâillée. Parce que aussi, si demain on est à 3 mois de la présidentielle et que les dés sont jetés et qu'il n'est pas un Karim Wade, il faut se poser la question de savoir quelle va être la position de Walou pour le candidat en tout cas, ou les candidats issus de Yewwi. Mais oui, vous avez dessiné vraiment 3 figures, notamment Yewwi qui incarne la ligne dure, conformément en parti d'opposition à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais de l'autre côté aussi, vous avez Walou qui incarne l'ouverture. Mais des deux côtés en face, vous avez un Premier ministre qui s'appelle Amadou Ba, qui doit dérouler. Quelle réflexion cela vous inspire? Mais Amadou Ba doit quelque part dire merci à Walou. Ah oui? Ben oui, puisque si Walou s'est désisté dans ce vote pour que le gouvernement ne tombe pas, c'est qu'il doit leur dire merci. Parce que si les gens de Walou, les députés de Walou, avaient joint leur vote, en tout cas aux autres de Yewwi, on serait peut-être dans un scénario assez rocambolesque. Le gouvernement, il tombe ou il tombe pas. Oui, mais quelle trajectoire maintenant doit-il avoir? Mais écoutez, en tant que Premier ministre, face aussi à un cahier de charge assez complexe. Mais d'abord, en tant que Premier ministre qui est chargé de coordonner l'action gouvernementale, il doit faire son travail. Il doit faire son travail, c'est d'abord coordonner l'action gouvernementale, être au service, en tout cas, du Sénégal via les objectifs que lui a fixé le président de la République. C'est justement ça la constante. Il doit appliquer la politique définie par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Oui. Tout à fait. Donc il doit être dans cette voie-là. Mais cette voie-là, dans cette voie-là, il ne peut pas y avoir une voie bédiane.
C'est-à-dire? Il ne peut pas avoir une voix médiane parce que vous savez très bien, Bayoumar, que quand on a été ministre de la République, et non moins ministre des Finances, après ministre des Affaires étrangères, et ensuite Premier ministre. Auparavant, directeur des impôts. Directeur des impôts. Oui. On a fait, si j'ose dire, toutes les strates de l'administration jusqu'au plus haut niveau. Ah oui. Il ne vous reste qu'un seul objectif. Si cet objectif est le vôtre, c'est d'être un président de la République. D'ailleurs, si vous voyez très bien, lors des débats à l'Assemblée, vous avez 2 députés du PUR, je pense, et peut-être un député de Yewwi, qui a indexé le Premier ministre en lui disant que c'est vous qui devrez être candidat à la place de Macky Sall. Oui. Mais vous savez... C'était prémédité pour moi, parce qu'en politique aussi, en tant que communicant, est-ce que Macky Sall devrait faire attention à un homme comme ça, justement, à partir de telles déclarations? Oui. Moi j'ai d'abord l'œil du communicant. J'ai d'abord l'œil et l'écoute du communicant. Oui. Et je sais qu'en communication, il y a construire et déconstruire. Oui. Et il y a la succession des faits. Il y a construire et déconstruire. Oui. Et je pense que les arguments qu'ont avancés, les éléments de langage qu'ont utilisés ces députés-là, pour le désigner comme un potentiel candidat à la place de Macky Sall, ne sont pas fortuits. Ça peut être dans un objectif, tu veux, de créer un peu la brouille, mais c'est aussi dans un objectif peut-être prémédité de construire un schéma, peut-être qui lui est favorable, je veux dire, d'un point de vue politique, mais à l'instant T, puisqu'il est à l'Assemblée nationale et qu'il doit répondre devant l'Assemblée parlementaire, il ne pourra pas trouver les mots. Il ne pouvait pas trouver les mots pour répondre de manière claire. Et c'est là où justement qu'en termes de communication... Et que Mimi est revenu pour le charger. Et je pense que c'est là d'ailleurs... C'était pas clair, oui. Parce que c'est là d'ailleurs qu'en termes de communication, à mon sens, je lui aurais conseillé d'être très clair sur la question. Ça n'a pas été le cas. D'être très clair sur la question, d'abord, pour épargner le président de la République d'un second écueil à l'intérieur même de son parti et de sa coalition, et ensuite, pour lui permettre, lui, de pouvoir s'adonner pleinement aux missions qui lui ont été confiées par le président de la République et qu'il doit exécuter de manière loyale. C'est la raison pour laquelle, si vous avez vu d'ailleurs la réponse... Il y a à clarifier. Non seulement à clarifier, mais il y a à le dire. Si vous avez vu d'ailleurs l'intervention du député de Farba-Ngom, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Oui, justement, parce que moi, j'avais vraiment noté ces séquences, de mon point de vue, qui ont été des séquences hautement politiques, pour ne pas dire politiciennes, en perspective d'une échéance qui n'est pas encore arrivée. Absolument. Oui, cette sortie de M. Ngom, du haut de la tribune, demandant à ses autres collègues de se lever. Oui. Nécessiter une claire lecture politique. Mais non seulement cela nécessite une claire lecture politique. Parce que quand même, comme je dis, en communication, on procède par construction ou par déconstruction. On a l'impression, c'est une hypothèse de travail. Et une hypothèse ne se démontre pas, ça se vérifie au fait. L'hypothèse qui consiste à dire, parce que des députés, et non moins de l'opposition, se sont levés pour désigner le Premier ministre comme un potentiel candidat, et que lui, de manière formelle, ne l'ait pas démenti, qui ne dit point consent. Et que donc c'était à lui, monsieur le Premier ministre, d'être clair sur la question pour s'épargner d'abord des écueils dans la conduite des affaires courantes du gouvernement, puisqu'il est chargé de les coordonner. Et ensuite, pour épargner le président de la République, qui aujourd'hui est empêtré dans cette problématique, candidat ou pas candidat, d'être plus à l'aise sur la question. Parce que si le président de la République est attaqué par l'opposition sur ce volet-là, et qu'à l'intérieur du gouvernement, de manière insidieuse, on dit que celui qui est là comme Premier ministre est un potentiel candidat, un trouble fait, et qu'il ne le démonte pas, et qu'il ne le récuse pas de manière formelle et solennelle devant la représentation parlementaire, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, et qui ne dit point consent. Et certains, même les journalistes que vous êtes et certains de vos collaborateurs, ont relevé d'ailleurs la réponse timorée que le Premier ministre a apportée sur cette question-là, après, de manière ironique, pour dire, mais vous avez peur de ce candidat, vous avez peur de Macky Sall. Non, la question, c'était pas de dire, vous avez peur de Macky Sall. Il a fallu que M. Farba-Ngom monte au créneau pour justement clarifier cet angle du débat qui consistait à dire... Notre candidat, c'est qui? Et les parlementaires de la majorité ont répondu Macky Sall. C'est une manière de dire il n'y a pas la possibilité, l'once d'une possibilité d'envisager une autre candidature
que Macky Sall ou au-delà de Macky Sall. Et que, d'ailleurs, avant de dire cela, il a dit « Monsieur le Premier ministre », donc il s'adressait au Premier ministre. Directement. « Monsieur les parlementaires », il s'adressait aux parlementaires et surtout à ceux qui ont désigné le Premier ministre comme potentiel candidat. Et que donc, il interpelle le Premier ministre sur la question. Et que donc, c'est là où on voit que c'est, si vous voulez, celui qui se positionne comme le sapeur-pompier, mais celui qui se positionne comme le porte-parole du président de la République, et non moins candidat déclaré ou non, je dis bien déclaré ou non, dans l'hémicycle. Il a fallu mettre les points sur les i, et c'est lui qui était chargé de le faire. Macky Sall doit surveiller de près son Premier ministre. Mais de toute manière, un président de la République qui est en fin de mandat doit toujours surveiller ses arrières, si toutefois, je dis bien si toutefois, il n'a pas un candidat pour lui ou un candidat de la coalition qui l'a mené au pouvoir. Vous rappelez à nos auditeurs, oui, il est question également de politique avant de boucler, puisque le lien est établi avec ce troisième mandat. Ce troisième mandat, vous en avez fait allusion au début, au milieu et à la fin de l'émission. Cette sortie du chef de l'État depuis l'extérieur, de quoi il s'agit? Il est normal que je sois critiqué dans mon action politique, pas seulement dans mon travail de président, a dit Macky Sall depuis les États-Unis, repris par Le Soleil, le quotidien Le Soleil. Il est clair, poursuit le chef de l'État, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat juridique pour savoir si oui ou non je suis candidat. Il termine enfin en disant « Maintenant, que je sois candidat ou non, c'est ma décision », a-t-il affirmé. Quelle conclusion en tirez-vous? Ben, écoutez, d'abord, le président de la République, en s'exprimant de la sorte, si vous voulez, abordé la question du troisième mandat d'un point de vue juridique. Il dit que ce n'est plus une question juridique. Mais ça peut être interprété de deux manières, cette sortie. Soit pour lui, cette question est réglée juridiquement, donc il ne faut pas en parler. D'accord? Soit, au-delà de la question juridique, il s'agit, en tout cas, d'une initiative personnelle que lui-même se déterminera le moment venu. Le président aurait pu dire, je dis aurait pu dire, je ne dis pas qu'il devait dire, il aurait pu dire, la loi fondamentale a réglé la question, je ne suis pas candidat. Mais là, il se serait prononcé. Oui. Ou je suis candidat. Mais je vais demander le point de vue du Conseil constitutionnel. Mais il a ouvert deux portes. Il a dit, cette question, ce n'est plus une question juridique. Enfin, c'est réglé juridiquement. Mais le moment venu, je me déterminerai. Ça me rappelle un tout petit peu la deuxième candidature du président Mitterrand. Et c'est au journal de 20h qu'il a répondu à Pierre-Luc Séguillon. Quand il lui a posé la question, il a dit mais oui, je suis candidat. Évidemment que je suis candidat. Mais évidemment, je suis candidat. Mais ça, c'est parce que la Constitution lui permettait. Mais là, on voit très bien que le président Macky Sall, il y a un débat. Par précaution langagière, ne veut pas se substituer. Il ne veut pas se substituer déjà au Conseil constitutionnel. Oui. Effectivement, le reste, ça lui appartient à lui. Et donc, il se parle toujours, lui, à l'intérieur. Je pense qu'il est toujours, il est toujours dans une dynamique interrogative. Je pense, je peux me tromper. A-t-il déjà réglé le problème, apparemment? Il avait déjà réglé le problème lui-même dans la perspective de l'élection présidentielle de 2019, puisqu'il avait dit que la Constitution avait réglé cela. Aujourd'hui, qu'on est à un an de la présidentielle, je pense qu'il est dans une dynamique interrogative. J'y vais, je ne vais pas. Si le Conseil constitutionnel dit oui, s'il dit non, etc. Et que donc, personne ne sait. Il n'y a que peut-être lui qui sait et il se déterminera peut-être le moment venu. Dans la tête d'un chef d'État, par rapport à une telle problématique, selon vous, quelle posture doit-il avoir finalement? Celle qui a été déclinée depuis les États-Unis, parce que c'est aussi un message à l'opinion internationale. Que ne vous en faites pas, le problème sera résolu le moment venu. Oui, quelque part. Mais c'est de la communication. Un message assez stabilisant. Non, mais il est dans une dynamique de communication. Parce que aussi, il ne peut pas se déterminer de manière exacte avec les conséquences que l'on sait derrière. Parce que, regardez, avec tout ce qu'on a évoqué depuis s'il disait depuis les États-Unis, je ne suis pas candidat, mais c'est l'hécatombe, en tout cas au niveau de son parti. Et au niveau de l'Assemblée nationale, pour ceux qui sont là et qui préparent sa candidature. S'il disait que je suis candidat,
Mais alors, il sait ce qu'il attend, en tout cas au Sénégal, une fois qu'il sera rentré au Sénégal, et on ne sait pas ce qui se passerait. Et que donc, il est dans une ligne médiane où il met en face le droit et le reste, et à côté, une décision qui émane de sa personne. Mais sauf que sa personne se résout et dissoute, si vous voulez, dans la stature du président de la République. Elle ne s'appartient plus. Ça appartient à l'État. Et que donc, il est dans une ligne médiane. Mais justement, la dernière question, on est souvent confronté à de telles situations parce qu'il s'agit d'un présidentialisme fort qui est un peu justement la faiblesse de nos États africains. Dites-vous finalement, oui, d'où l'interrogation sur l'état de notre démocratie. Quelle réflexion? Mais vous savez, c'est une question qui a été largement débattue. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de saluer mon jeune frère et de lui exprimer toute ma reconnaissance et tout mon soutien, Pape Alénian, Oui, qui a recouvert la liberté provisoire. Et c'est aussi le moment de se poser la question de savoir, est-ce que notre démocratie est assez mûre à l'aube, si tu veux, justement de ces siècles qui arrivent et qui sont des siècles qui appartiennent à la jeunesse, avec tout ce qui est numérique. Parce que je me souviens, j'étais étudiant en 2e année, et à l'époque, le président Chirac avait fait une visite en Côte d'Ivoire et faisait un plaidoyer sur les démocraties en Afrique, et avait sorti cette fameuse phrase: la démocratie est un luxe pour les Africains. Et étudiants que nous étions, rebelles de surcroît, avons manifesté pour dire mais pourquoi il dit ça, etc. etc. Et effectivement, au contact des faits aujourd'hui, avec ce qui se passe dans nos pays respectifs, avec les restrictions démocratiques, les emprisonnements à tout va, etc., une justice qui est plus ou moins sous le joug, si vous voulez, d'un président de la République ou d'un gouvernement ou d'un État fort, nous laisse penser que nous n'avons pas effectivement domestiqué les fondamentaux même de la démocratie, la liberté d'expression. Mais il faut savoir aussi qu'une liberté d'expression dans nos pays, et qui va être confrontée à nos codes socio-culturels qui font qu'on ne peut pas avoir cette liberté d'expression et cette liberté de ton, cette liberté d'agissement comme c'est le cas en Europe. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Qatar, avec les restrictions suite à la Coupe du Monde au Qatar, où toutes les interdits relèvent, si vous voulez, un tout petit peu de l'esprit même de l'islam. Ne pas afficher les trucs LGBT, ne pas porter des vêtements qui vous couvrent tout le corps, etc. Mais c'est aussi ça la démocratie. C'est-à-dire, il ne faut pas... La démocratie à l'européenne, à l'occidentale, ne peut pas s'accommoder totalement de nos codes socioculturels, de nos pratiques langagières et de nos pratiques de tous les jours. Et de notre manière d'être avec les autres, de nos proximités relationnelles avec nos semblables. Et que donc forcément, même si il y a des instruments, des outils qui nous permettent, comme la radio, comme la télévision, de nous exprimer, il faudra faire attention à ce qu'on dit. Il faudra faire attention au statut d'un tel ou d'un tel. Il faudra faire attention aux confréries, à des personnes d'un certain âge, etc. C'est la raison pour laquelle je me dis, on a beau dire le combat démocratique dans nos pays doit se mener, d'accord, mais est-ce que ça doit se mener avec les fondamentaux qui ont fait la Révolution française et qui ont fait les Français, avec cette révolution, ont recouvert l'intégralité de la liberté d'expression? C'est parce qu'ils n'ont pas la même histoire. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même civilisation, on n'a pas les mêmes pratiques, et que donc on doit aussi s'accommoder de ce qui nous appartient et faire en sorte que ce qui nous appartient soit un tant soit peu en phase avec des pratiques démocratiques, peut-être à l'occidental, mais qui sont devenues universelles parce que le monde évolue et on tend vers cela. Et que notre réflexion aujourd'hui sur cela, c'est quoi? C'est de dire, mais alors, quel est l'état de cette démocratie, en tout cas chez nous, compte tenu de nos codes socio-culturels, de nos pratiques, de nos comportements et de nos us et coutumes? Et quelle est la frontière à ne pas dépasser? Et jusqu'où il faut aller? Et les juristes doivent réfléchir à cela, les sociologues, mais aussi chaque citoyen, imbu quand même de sa liberté de ton et de sa liberté d'expression, mais chaque citoyen aussi dans sa position est imbu d'une responsabilité collective, parce que la responsabilité n'est pas uniquement individuelle, elle est aussi collective. C'est pour ça que je dénonce avec une extrême vigueur
toutes ces pratiques ont ce qui consiste aujourd'hui à avoir des abus de langage comme pas possible au niveau, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télévision, à la radio, etc. On a l'impression que les chevaux sont lâchés, que c'est devenu quelque part plus ou moins normal, la règle. On insulte à tout va. Et le lendemain, vous êtes reçu par le président de la République. On a fait de vous-même une icône, si vous voulez, des médias et des réseaux sociaux. Et que certaines personnes trouvent que c'est normal. Et que donc, pourquoi ne pas aller plus loin? Oui, une chose sur laquelle universellement tout le monde doit s'accorder, c'est dire non à l'impunité. Mais également et surtout, les deniers publics sont à sauvegarder. Mais non seulement à sauvegarder, mais je vais vous raconter une anecdote. En 2000, j'étais initiateur du Sénégal qui gagne, qui était ce mouvement qui consistait à accompagner les Lions de la Teranga pour la Coupe du Monde. Alors que j'étais en poste à Bordeaux, je m'en suis entretenu avec le président de la République qui m'a dit que c'était une excellente idée. Et c'est là qu'est née l'idée, sous la conduite de El Hadj Ndiaye de STV, pour faire un album, parce que mon idée c'était ça, c'était faire un album à l'image de USA for Africa. Tous les artistes sénégalais font un album, et l'objectif c'était de réunir, figurez-vous bien, 200 millions de francs CFA. 200 millions. À l'époque, en 2000, 200 millions. Aujourd'hui, on parle de milliards. Et figurez-vous que même ces 200 millions réunis ont permis de faire des albums, d'organiser un concert, d'accompagner les Lions et de mettre en place ce qu'on appelait la Fondation Le Sénégal qui gagne. Moi, je me suis affranchi de tout cela compte tenu de ma mission diplomatique et consulaire, et d'autres y étaient. Mais je me souviens, et c'est plus qu'anecdotique, malgré cela, une personne s'est permis quand même de vendre des cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, sans hologramme sur le marché noir, et cette personne s'est retrouvée après en prison, parce que tout simplement cette personne est venue dans cette dynamique-là, pas pour servir les Lions, servir le peuple sénégalais, mais se servir. Et c'est là justement où l'impunité, on doit dire non à l'impunité. Ce qui s'est passé avec ces milliards détournés sur le fonds Covid-19, c'est un massacre, c'est une razzia financière, et c'est une honte même pour le Sénégal et surtout pour ceux qui l'ont fait. C'est détourner l'argent que Seigne Mountakha a donné, c'est détourner l'argent que le Sénégalais lambda a envoyé même par Wave, par Orange Money, tout ce que vous voulez, pardonner la publicité, c'est détourner l'argent de celui qui croit justement à une forme de participation collective et qui envoie même 100 francs. C'est détourner l'argent des Sénégalais. Et ces personnes doivent être traduites en justice. Et merci encore une fois à notre invité Momar Thiam. Momar Thiam est conseiller en communication, mais vous êtes également directeur de l'école des hautes études en information et communication, HEIC. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la 98.5. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Alioune Badara Socé, Abdoulaye. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci, au revoir et excellente suite sur la 98.5.